C'est grâce à sa détermination et à son professionnalisme qu'Omerto aurait finalement convaincu la régie des alcools de cour et de jus que la tomate est un fruit et non un légume, même si on l'ajoute dans les salades. Je suis Susana Ochoa, bienvenue à la beauté du vin. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission. La tomate est un fruit. La tomate est le deuxième aliment plus consommé au monde après les pommes de terre. Le vin. Le vin est du jus de raisin fermenté. La législation européenne exige que le vin à l'Europe soit toujours exclusivement, uniquement élaboré de raisins. Par contre, la législation nord-américaine accepte que tous les produits qui sont élaborés avec des petits fruits comme le cassis par exemple, comme la tomate, ont le droit de porter le nom de vin. Ça, c'est le cas d'Omerto. Omerto, que c'est le premier et le seul vin de tomates au monde. Élaboré par l'onologue Pascal Mich, un produit de Québec, un produit de Charlevoix. Alors, bonjour à tous, bienvenue chez Omerto, 10 ans, déjà aujourd'hui, 10 ans, qui l'eût cru. Alors, Omerto, c'est une entreprise qui confectionne du vin 100% tomate. Donc, on est certifié bio par Écossaire Canada. Et tous nos vins, en fait, sont à 15,5 de volume d'alcool. Et bien sûr, en fait, sans sulfite. Ça, c'est tout l'avantage aussi que nous avons. Et ici, en fait, je tiens en main, en fait, un cocktail qui s'appelle l'Omerto Cobbler. Cobbler, en fait, était le nom d'un personnage en 1821 qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le cocktail. Donc, moi, j'ai tiré un peu, disons, l'histoire un peu de confectionner mon cocktail en fonction d'eux. Et c'est un cocktail, en fait, qui est confectionné avec 1 once de sirop de romarin, 4 onces de sec et un petit morceau de lime, ainsi qu'avec beaucoup de glace. Donc vous secouez et ça va vous donner l'Omerto Cobbler à 7% de volume d'alcool. Donc à votre santé mes amis, là, moi je vous invite certainement en fait à aller voir notre site internet, c'est sur omerto.com. Et là vous allez avoir toutes mes recettes, faites partant des cocktails jusqu'au dessert. Donc amusez-vous, faites la découverte et vous allez être bluffés. Merci beaucoup les amis, à votre santé.
Pascal avait seulement 11 ans et il admirait à son arrière-grand-père qui s'appelait Omer. Un jour, Omer a eu une surproduction de tomates. Donc, Omer a commencé à les fermenter pour ainsi obtenir de l'alcool. L'intérêt pour la fermentation, ainsi qu'une promesse à son arrière-grand-père, a poussé Pascal Mich à étudier pour devenir un œnologue. Bon, on continue avec Pascal Mich de Omerto. Omerto, les premières vins de tomates. Comment est-ce que tu as pensé à faire un vin de tomates, Pascal? Alors, tout d'abord, c'est toute une histoire qui a commencé en Belgique avec mon arrière-grand-père qui s'appelait Omer. Donc, lui, il a commencé dans les années 30 à transformer la tomate de son potager. Il venait d'avoir connu une première guerre mondiale et il allait en connaître malheureusement une deuxième, donc il n'y avait pas de gaspillage qui pouvait se faire à cette période-là. Et encore aujourd'hui, j'espère. Donc, ce qui a donné qu'il a commencé à transformer sa tomate pour en faire un alcool, pour en faire un vin. Il ne savait pas exactement ce que ça allait donner comme résultat. Malheureusement, pour lui, il n'a jamais vu le bout du tunnel de ce qu'il avait commencé. Mais moi, j'ai été élevé par mes arrière-grands-parents et j'aurais toujours promis au fait que j'allais continuer ce qu'il avait commencé. Donc, j'ai étudié en œnologie aussi pour plus comprendre, disons, la chimie et travailler aussi plus sur la chaptalisation en même temps pour monter en volume d'alcool, pour avoir un produit plus de garde. L'avantage qu'on a déjà avec la tomate, bien sûr, c'est un fruit, il faut déjà le savoir. Mais c'est un fruit au fait qui a des caractéristiques assez intéressantes au niveau santé. Il contient de la lycopène, c'est un antioxydant, ça ne contient pas de tanin et en plus ça ne contient pas de sulfite. Ce qui fait que dans nos produits, nous n'en rajoutons pas non plus. Donc nous avons des produits qui sont déjà certifiés bio par Ecocer Canada, sans sulfite et sans tanin. 16% de volume d'alcool. Donc l'histoire a été commencée donc en 1938 en Belgique. Et tout ça, après ça, avait pour arriver ici au Québec. Et le Québec, ce qu'ils ont eu, en fait, ce qu'ils avaient comme richesse, malheureusement, qui n'était pas, disons, détectable, c'est que j'ai retracé les variétés ancestrales du Québec par les semences du patrimoine, qui se trouvent à Kamouraska, justement. Et là, on a eu une banque de données, justement, avec toutes les variétés de tomates et fruits et légumes de ce qui a été ici au Québec depuis que le Québec existe. Et j'ai voulu retracer ces variétés-là pour aller chercher leur patrimoine. Patrimoine oublié malheureusement. Parce que vous savez, aujourd'hui, on veut avoir des fruits parfaits sur les comptoirs. Et moi, je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a des fruits qui sont extraordinaires. Pas pour ça qu'ils sont beaux, mais qui sont bons. C'est ça surtout le bœuf. Et donc, j'ai retracé ces variétés que j'ai remis ici au champ. Et c'est après ça, donc après les 16 variétés que j'ai retracées par les semences du patrimoine. 16 variétés? 16 variétés, oui, qui ont été importées, bien sûr, Okay. Par les premiers colons. Et dans les 16 variétés que j'ai remis au champ ici, j'ai pu détecter les variétés qui étaient les plus intéressantes pour en faire une vinification. Ce qui a donné que j'ai retenu 6 variétés dans les 16 pour en faire justement une vinification intéressante parce que j'utilise 3 variétés pour faire notre sec et 3 autres variétés pour en faire notre moelleux. Donc en somme, c'est vraiment les variétés qui sont différentes, qui vont vous donner des arômes différents tout en vinifiant. Alors, bien sûr, on s'entend bien que la vinification, c'est déceler l'âme du fruit. On ne va jamais découvrir le fruit initial quand on va goûter le produit. Si on ferait par exemple une mistelle, qui est un jus de fruit avec une mutation à l'alcool, là vous allez découvrir, étant donné, le produit de base. Mais en vinifiant, il va vous faire découvrir la tomate sur un autre œil. Et ça, c'est un autre avantage que vous allez avoir. Parce que vous allez vraiment trouver, avec la vinification, le pépin de la tomate qui va vous donner ce côté alcool de grain, qui va être un peu le côté du saké, du whisky, la grappa. Donc, c'est un peu, disons, ces alcools de grains-là que vous allez découvrir au niveau du nez. Quand vous allez le mettre en bouche, qu'est-ce que vous allez découvrir? C'est un vin ressemblant un peu à des arômes de xérès. Donc, c'est vraiment intéressant parce que vous allez voir la tomate sur un autre œil. Bien sûr, on a découvert tout ça, bien sûr, en travaillant en recherche et développement. On a 32 ans de recherche et développement partant de mon arrière-grand-père jusqu'au temps que je l'ai commercialisé les produits en 2011. Maintenant, on a 4 produits. Le sec que je viens de vous parler, c'est un produit extraordinaire au niveau accord que vous pouvez faire. Vous pouvez le servir de différentes façons aussi.
Si vous le servez entre 4 et 6 degrés, vous allez mettre plus l'emprise sur le côté alcool et non sur son côté aromatique. Donc, comme digestif, c'est impeccable. Si maintenant vous le servez entre 10 et 15 degrés, ben là, disons, vous allez faire découvrir le côté aromatique et atténuer son côté alcool. Ce qui devient intéressant en ce moment-là, c'est les accords. Les secs, je vous dirais d'aller avec tout ce qui est sushi, les poissons fumés, les poissons grillés, alors les fromages fondus. Si vous aimez tout ce qui est raclette, fondue savoyarde par exemple, allez-y, c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, préférez des mets plus relevés avec aussi, parce que vous avez un produit qui a une très belle longueur en bouche, avec un côté corsé poivré. Donc allez-y avec tout ce qui est gingembre, curry, curcuma, cumin, mais indien, mais asiatique, mais thaï, mais mexicain. C'est extraordinaire au niveau épais ce que vous allez ressentir. Je préférais maintenant un peu plus le côté dessert, chocolat noir, un bon 70%. Un côté amertume en bouche, ça va très très bien aller. Ou sinon avec le fruit, le petit fruit rouge, un peu plus le côté acidulé. Oui, mais tantôt tu as parlé de chaptalisation. Chaptalisation, c'est quoi? Alors, la chaptalisation, en fait, c'est rajouter un sucre pendant sa fermentation. D'abord, les intrants que l'on rajoute, bien sûr, sont toujours certifiés bio par Écossaire Canada. Donc, on fait une chaptalisation pour monter en volume d'alcool. C'est le sucre qui fait son alcool, en somme. Parce que si on ne ferait pas de chaptalisation, vous auriez un produit d'une année à l'autre qui pourrait différer, tout suivant, bien sûr, de la température que nous allons avoir, car nous avons quand même des changements climatiques, pour ceux et celles qui ne le savent pas, mais on l'a, on l'y vit, on l'a. Le sucre qu'il y a dans le fruit, c'est lui qui va déjà vous donner l'alcool du départ. Mais l'alcool pourrait être approximativement dans la tomate, approximatif, je vous dirais entre 8 et 9% de volume d'alcool. Donc pas assez pour dire de ne pas pouvoir avoir un produit sans sulfite. Parce que le sulfite, le sulfite, ça sert à quoi? Le sulfite, en fait, c'est un stabilisateur de goût et de couleur, mais c'est un conservateur en même temps. Au-dessus de 15% de volume d'alcool, vous n'avez plus besoin de sulfiter un produit vinifié. Donc, c'est le pourquoi ce que j'ai voulu vraiment vous mettre un produit au-delà de 15 pour ne pas employer ces sulfites qui vous donnent des maux de tête, qui peuvent aussi vous provoquer beaucoup d'autres maladies, malheureusement. C'est toi qui as décidé le taux d'alcool? Oui. Oui. Moi, j'ai vraiment décidé ce produit-là qui serait au-delà de 16% pour ne justement pas avoir ce produit, donc le sulfite. Par la même occasion, pour avoir une longueur au niveau, disons, de vie au niveau du produit. C'est un produit qui peut vieillir 20, 30 ans si on veut, qui ne fait que bonifier en vieillissant. Et c'est là le gros avantage. D'accord, et pourquoi est-ce qu'il va... Oui, il n'y a qu'une chose qu'il faut avoir, bien sûr, c'est la patience. Et la vie? Eh oui, la vie, bien sûr. Et la vie? Non, mais moi, je trouve que c'est plus un produit pour déguster et pour voir tout de suite. Bien sûr, ça c'est quand on est pressé, il n'y a aucun problème, je ne suis pas contre. Je ne sais pas si je vais vivre 30 ans. Mais c'est un produit en fait qui peut se bonifier en vieillissant. Oui. Maintenant, en fait, c'est sûr que nous, quand on l'embouteille, il est bon à être consommé tout de suite, de différentes façons, bien sûr, et de différentes températures. Mais je vous assure, accompagnez-le, surtout avec des mets. Et là, je vous ai fait des belles fiches organoleptiques que vous pouvez retrouver sur notre site internet à www.omerto.com. Là, ça va être très intéressant parce que vous allez pouvoir directement vous aligner avec les mets avec lesquels vous pouvez accorder le produit. Merci beaucoup, Pascal. C'est moi qui te remercie. 10 ans ont déjà passé. 10 ans de travail acharné et Omerto aura déjà conquis des hautes sphères de la gastronomie internationale ainsi qu'une reconnaissance de qualité dans les concours de vin. Et tout ça avec son vin de tomate. Qui l'aurait cru, hein? Qui l'aurait cru qu'en 2005, le Belge Pascal Mich puisse réussir en 2011 à obtenir un permis de production artisanale pour transformer ces tomates ancestrales en vin.
superficie que tu as ici de ton terrain? Alors la superficie ici de notre terrain, c'est 1 hectare, donc qui est exigé par la Régie des alcools et des jeux. Ah oui, un Oui, hectare? 1 hectare, oui. Ça c'est le minimum, disons, que l'on doit exploiter. Ah d'accord. Bien sûr, devant vous, en fait, on a quand même 4500 plants cette année Ah. que l'on a plantés. On vient de les planter, ça fait à peine 3 semaines, donc c'est sûr qu'on va seulement commencer à récolter le fruit, si tout va bien avec la température, à peu près à la mi-août. On a entre 5 à 7 semaines, disons, Ok. de cueillir le fruit. Ok. Vous savez planter les tomates et combien de variétés? On a 6 variétés. 6 variétés. 6 variétés, dont 3 pour faire notre sec et 3 autres pour en faire notre moelleux. D'accord. Vous avez fait la plantation quand? Alors, cette année-ci, on a planté le 12 juin, toujours à la dernière lune de juin. Il faut toujours attendre que la dernière lune soit passée pour ne pas avoir de risque de gel. Et pourquoi la lune? Travaillez-vous en bio? Moi, je travaille en biodynamie, Oh. absolument. Donc, ça, c'est tout un avantage aussi. Bon, pour tout ce qui est maladie, tout ce qui est production aussi, ça a son importance. D'accord. Et quand est-ce que c'est la vendange? Alors, on n'appelle pas ça une vendange. Ici, au fait, on appelle ça, disons, une récolte. Parce que la vendange d'accord. est réservée uniquement que pour le raisin. D'accord. Donc, on va commencer à peu près à la mi-août. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à récolter le fruit de notre travail. D'accord. Est-ce qu'on va récolter toutes les tomates? On ne récolte pas tout en même temps parce que vous avez entre 5 à 7 semaines de récolte. Donc, il faut attendre vraiment que le fruit soit bien mûr pour dire de pouvoir le cueillir. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a son taux de sucre. Et il faut justement son taux de sucre pour en faire vraiment un produit Ah, intéressant. d'accord. Donc, il faut vraiment que les tomates soient rouges. Absolument. Moelleux. Rouge ou jaune. On a plusieurs variétés dans notre champ qui va justement différencier en fait nos arômes. D'accord. Et est-ce que la température, comment est-ce que ça marche avec la température? Est-ce qu'il faut avoir un certain ordre de soleil? Est-ce qu'il faut avoir de la pluie? Comment est-ce que ça va? Alors, la tomate, déjà là, exposée telle qu'elle est là, elle est sur un coteau, donc avec toujours le soleil sur le plan, donc on va aller maximiser le mûrissement avec son soleil, bien sûr. Et donc, l'arrosage, je vous dirais, en fait, la tomate, ça ne demande pas tellement d'eau. Au plus le plant va souffrir, c'est un peu comme masochiste, mais au plus le plant souffre, au plus le rendement est fort. Comme les raisins. Exactement, exactement. Et au plus le fruit va être plus concentré aussi. Nous autres ici, on a des plants qui sont déterminés. Parce que vous avez deux variétés de plants. Vous avez les plants indéterminés qui poussent comme du lierre, on n'en peut finir. Et vous avez les plants qui sont déterminés, qui s'arrêtent à une certaine hauteur. Et ça devient intéressant parce que là, ils maximisent. La croissance n'est pas maximisée, mais c'est plus sur le fruit, disons, que le plant va être. Donc c'est là, en fait, que ça devient intéressant. Un rendement d'un plant de tomates ici vous varie entre 2,5 à 3 kg de tomates par pied de tomates. Ah, d'accord. Donc la récolte cette année, vous allez la faire quand? Ben là, disons, normalement, si tout va bien, à la mi-août, et ça va s'étaler jusqu'à peu près la fin septembre. Ah, d'accord. Vous savez combien de personnes pour faire la récolte? Alors la récolte, ben, disons en général, on est toujours 2-3 en fait pour récolter parce que on récolte une journée sur 2 et au fur et à mesure que notre récolte se fait, le fruit bien sûr est lavé et ensuite il est concassé pour être transporté en congélation. Ah, C'est que la congélation, ça nous permet bien sûr de garder notre matière première, disons, intéressante aussi, pour qu'elle ne pourrisse pas non plus. Mais la congélation, ça vous casse la molécule. Donc ça devient intéressant parce que ça va vous donner plus de rendement au niveau du jus et la congélation va concentrer les sucres. Et c'est à ce moment-là qu'après la congélation, quand on met en cuve, que l'on va calculer le Brix du fruit afin de déterminer le taux de sucre que l'on a dans le fruit. C'est quoi le Brix? Le Brix, c'est le taux de sucre justement qu'il y a dans le fruit, afin de déterminer quelle est la quantité de sucre que l'on va rajouter pendant sa fermentation. D'accord, donc s'il y a beaucoup de pluie, ça ne frappe pas les tomates? Ben, disons beaucoup de pluie, il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup non plus, on s'entend là, parce que bon, la tomate, ça prend beaucoup de soleil, donc c'est le pourquoi d'ailleurs qu'on est exposé comme ça sur un flanc, et ça c'est tout un avantage aussi. Mais une fois que le fruit commence à être sur le plant, à peu près début août, à la deuxième semaine du mois d'août, on va commencer à effeuiller. On effeuille tous les plants, donc on enlève toutes les feuilles pour maximiser justement le soleil sur le fruit, pour aller chercher son taux de sucre. Ah, d'accord. Et on gagne approximativement quand même un bon 2 semaines au niveau de la cueillette.
D'accord. Merci beaucoup, Michel. Michel. Pascal. Mich. Pascal. Pascal Mich. En 2011, alors membre de l'Union des œnologues de France, Pascal Mich a finalement reçu son permis. Un permis pour la production artisanale de boissons alcooliques à base de petits fruits pour l'exploiter dans Charlevoix. Également, l'autorité fédérale lui a délivré une licence de vin. Alors, Omerto, en fait, confectionne des vins 100% tomates, mais nous avons 4 vins, proprement dit. On a un sec, qui est un corset poivré. Ce corset poivré, en fait, ne contient seulement que 2 grammes de sucre résiduel au litre. Et ce qui va être intéressant avec ce genre de vin, c'est un vin, en fait, qui va vraiment aller vous chercher une belle longueur en bouche, une belle attaque, qui peut être très très intéressant avec des sushis, poissons fumés, poissons grillés. Les fromages fondus vont très très bien avec lui. Allez-y aussi avec des mets qui ont beaucoup de caractère, tout ce qui est à base de gingembre, curry, curcuma, cumin. Vous avez des mets indiens, mets asiatiques, mets thaï, mets créoles. Allez-y avec ce genre de mets avec chocolat noir, dessert à petits fruits rouges. Invitez-vous avec cela, vous allez voir que vous allez être assez intéressé. Donc aussi, on a aussi un sec, mais qui est vieilli lui pendant 2 ans dans des barriques qui sont faites en acacia. Et c'est un acacia australien avec lequel je travaille, qu'on a fait une chauffe médium dans la barrique avant d'incorporer le vin. Ce qui va être intéressant avec ce genre de vin, c'est de vous faire découvrir un peu des arômes tendant vers le scotch et un peu le cognac. Mais il ne faut surtout pas oublier d'abord que c'est de la tomate. C'est ça qui est plus bluffant encore dans l'histoire. Alors ça, c'est un vin qui est très intéressant avec des mets à base de champignons sauvages, avec des viandes de petites viandes, de gibier, l'agneau, du canard. Prenez des bons fromages, un bon style d'un bon comté par exemple, qui va très bien avec lui. Vous pourriez très bien aller aussi avec un bon gâteau forêt noire, par exemple. Ça, c'est vraiment son style, vraiment attitré avec l'Omerto en acacia. Ensuite, nous avons des moelleux. Les moelleux, ce sont des florales fruitées. Florales fruitées, on va aller chercher un taux de sucre qui va être de 18 grammes au litre. Donc, ce qui va être intéressant avec lui, c'est de vous toucher vraiment le palais. Vous savez, le palais dans la bouche, en fait, c'est la partie qui est la plus tolérante. Et là, avec ce genre de produit, ce qui va être intéressant, c'est vraiment aller vous chercher le côté de la fleur d'oranger, le melon miel, le litchi, l'écorce d'orange. Donc c'est vraiment très très rond en bouche, ce qui va être vraiment intéressant en accord avec bien sûr des foie gras, terrine, mousse de foie. Vous pourriez aller avec des fromages, des bleus, fromage de chèvre, fromage de brebis. Ce qui sera encore plus intéressant, je vous dirais, c'est tout ce qui est fruits de mer. Par exemple, vous allez déglacer de la pétonque avec du homard grillé, poisson grillé, crustacés. Donc c'est vraiment ce style, disons, de mets que je vous inviterai fortement là avec. Si vous préférez les desserts, allez plutôt avec les gâteaux au fromage, chocolat blanc, chocolat au lait, mousse au chocolat. Voyez-vous, prenez des desserts qui ont beaucoup de richesse. C'est très très intéressant. Ensuite, on a un moelleux, mais qui est 4 ans d'âge. Et lui, en fait, il a une très très belle particularité, c'est que lui, il va être vieilli 2 ans dans des barriques qui seront faites en châtaignier et cerisier. Donc, c'est 2 bois fruités qui sont mixés dans la même barrique, toujours avec une torréfaction médium. Ce qui va vous faire vraiment ressortir avec lui, c'est son côté pétale de fleurs, avec le côté du fruit confit, un petit côté armagnac. Alors là, vous le mettez comme digestif, comme apéritif. Vous pourriez le mettre également avec tout ce qui est foie gras, terrine, des bons fromages ou des desserts. Amusez-vous, mais toujours, c'est de la tomate. Et Omerto, là, ça vaut vraiment la chandelle. Goûtez à ça, vous allez voir, vous allez certainement en fait être bluffé dans tout ce que vous allez goûter. Encore une fois, mes amis, à votre santé. Merci beaucoup pour être avec nous. À la semaine prochaine. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission.